Cette vidéo est sponsorisée par Netflix. Plus d'informations durant la vidéo. Je fais une petite pause avant de reprendre mon exploration. J'ai toujours kiffé ce qui est lié à la fin du monde. Et je crois pas être le seul. C'est un thème récurrent qu'on voit dans plein d'œuvres autour de nous, notamment le dernier film de Netflix, Le Monde après nous, qui sponsorise cette vidéo. Et je les en remercie. On le voit dans plein d'œuvres, en fait c'est vieux. C'est vieux comme la nuit des temps. C'est présent dans plein de mythologies ou de civilisations. On pense par exemple aux Mayas, qui avaient prédit la fin du monde. Je sais pas si vous vous souvenez, ça devait être le 21 décembre 2012. Voilà, visiblement ils se sont trompés. On pense aussi à la mythologie nordique, avec le Ragnarok. C'est une série d'événements catastrophiques, y compris une grande bataille, menant à la mort de nombreux dieux majeurs et la submersion du monde dans l'eau. Voilà. Évidemment, il y a la Bible, avec les 10 plaies d'Égypte, ou encore le Nouveau Testament et son Apocalypse. C'est une thématique qui nous a toujours fascinés. Aujourd'hui, je vous disais qu'on le retrouve dans des films, mais c'est aussi des séries, des jeux vidéo ou encore des livres, que ce soit avec des zombies, genre le film World War Z ou la série Walking Dead, le livre Je suis une légende, qui a connu une superbe adaptation avec Will Smith, mais aussi les jeux vidéo, sûrement mon jeu vidéo préféré, The Last of Us. Ça peut être à cause des événements naturels, genre 2012, ça peut être des extraterrestres, genre Sans un bruit, ou encore le livre La guerre des mondes, qui a donné un film avec Tom Cruise. Ça peut être à cause d'un astéroïde géant, genre Don't Look Up sur Netflix. Et ça peut être la fin du monde, genre Mad Max, le livre d'Eli, la série The Last Man on Earth, ou encore le livre Le Fléau de Stephen King. Au passage, je parle de fin du monde, mais pour beaucoup de ces films, on est plutôt dans une logique d'effondrement, puisque la destruction a une portée limitée, donc tout n'est pas détruit, et il y a une possibilité de renaissance. Pour cette vidéo, on va faire un amalgame, puisque quand on vit le début d'un effondrement, on vit dans tous les cas la fin de son monde à soi. Donc voilà, ça va être plus simple si on mélange les deux pour cette vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que je pourrais même mettre une de mes séries favorites, Lost, dedans, parce que même si c'est pas la fin du monde, on retrouve cette idée de recréer une société à partir de rien ou à partir de ruines. Vous avez vu, j'ai utilisé le terme favori plusieurs fois, parce que j'adore ce thème. J'en suis fan. Et d'ailleurs, il y a un art qui me touche, dont on n'a pas parlé, c'est la musique. J'aime tellement cette thématique qu'on a fait ensemble sur Twitch une playlist Spotify et Apple Music qui s'appelle Watching the Apocalypse, à écouter après avoir vu Le Monde après nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que même dans la musique, on peut s'intéresser à ce thème-là. Je suis accro à ce thème, et je pense pas être le seul, vu le succès qu'ont eu toutes les œuvres dont je vous ai parlé. L'humanité semble clairement fascinée par l'idée de sa propre fin. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi, notamment psychologiquement et philosophiquement. Est-ce que c'est une crainte innée, une sorte de mécanisme de défense psychologique, une haine cachée pour nous-mêmes, ou bien plutôt un désir secret de renouveau, comme un petit peu une purification par le feu? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le miroir de nos peurs. La première théorie qui saute aux yeux, c'est que la fin du monde, c'est le miroir de nos peurs. Peu importe sa forme ou d'où elle vient, la fin du monde est plus qu'une simple histoire. C'est peut-être aussi un reflet de notre psyché collective et un écho de nos craintes les plus profondes. Et l'une de nos craintes les plus profondes, c'est peut-être simplement la peur de l'inconnu. Elle est liée à notre besoin de sécurité, de compréhension et de contrôle sur notre environnement. L'idée d'une fin du monde incontrôlable et imprévisible touche directement à cette peur primordiale. L'apocalypse, c'est l'ultime inconnu.
c'est la fin de tout ce qu'on connaît. Et il y a une seconde peur que ça concerne, c'est la peur de la perte. La fin du monde, elle emporte avec elle tout ce qui compte pour nous. Famille, amis, maison, poissons rouges, lézards, tout. On se souvient par exemple de la scène du chien dans Je suis une légende. Quand le monde s'éteint, même si on survit, on perd tout. Mais en réalité, on peut se dire que derrière la peur de l'inconnu et celle de la perte, il y a la peur ultime, celle de la mort. Et ça, Ernest Becker en parle très bien. C'est un anthropologue et psychothérapeute américain qui a écrit en 1973 Le déni de la mort, qui recevra le prix Pulitzer de l'essai. Dedans, il propose une thèse. Pour lui, la plupart des actions humaines sont faites pour éviter ou ignorer l'inévitabilité de la mort. Entre autres, la peur de la mort conduit à des quêtes de héros et de signification pour nous donner un sentiment de pérennité et de valeur au-delà de notre existence mortelle. C'est quelque chose qui fait écho avec la Terror Management Theory, TMT. C'est quelque chose qui est développé par Greenberg, Solomon et Pizinski. Selon la TMT, nos croyances culturelles et nos systèmes de valeurs servent de mécanismes de défense contre la peur de notre inévitabilité mortelle. Les études menées dans le cadre de cette théorie révèlent comment la conscience de notre mortalité peut influencer nos comportements sociaux, notre adhérence aux normes culturelles et notre jugement moral. Dans une étude classique menée par Greenberg et ses collègues en 1989, les chercheurs ont utilisé une technique appelée Mortality Science, donc conscience de la mortalité. Ils ont demandé à des participants d'écrire sur leur propre décès ou sur un sujet neutre. Donc il y a vraiment deux catégories, il y a des gens qui écrivaient sur leur mort à eux et d'autres sur un sujet neutre. Après cette tâche, ils ont évalué les attitudes des participants envers ceux qui soutiennent ou qui ne respectent pas les valeurs culturelles. Et ils ont constaté que les participants exposés à la mortalité avaient des réactions plus négatives envers ceux qui transgressent les normes culturelles et plus positives envers ceux qui les soutiennent. C'est une expérience qui montre comment la conscience de la mort peut influencer nos jugements moraux et sociaux, renforçant ainsi notre adhérence aux valeurs culturelles, un peu comme un moyen de gérer l'anxiété existentielle. L'apocalypse en tant que concept sert donc de miroir à ces angoisses profondes. C'est une représentation extrême de notre lutte contre l'inconnu et l'incertitude. Un scénario où nos peurs les plus fondamentales sont confrontées à la destruction totale et irréversible. Et dans cette optique, la fin du monde, c'est pas seulement un récit captivant, c'est aussi une fenêtre sur notre psyché, révélant nos espoirs, nos peurs et nos aspirations les plus intimes face à l'absurdité et à la précarité de notre condition humaine. La libération. Alors évidemment, on l'a vu, la fin du monde peut être vue comme un reflet de nos peurs, mais en réalité, ça peut aussi être vu comme quelque chose de totalement différent. Ça peut être vu un peu comme une libération. Alors je sais, ça paraît chelou, mais pourtant la fin du monde, c'est le moment où il y a un effondrement de la société telle qu'on la connaît, et ça peut être aussi cool. C'est l'occasion de créer autre chose, quelque chose de différent, une autre société avec de nouvelles règles, peut-être moins d'oppression, moins d'inégalité. Bref, c'est un peu l'occasion de rêver, quoi. C'est des scénarios qui permettent de réfléchir à notre société actuelle. Ils offrent un cadre pour critiquer, questionner et imaginer des modes de vie et des fonctionnements alternatifs à ce qu'on a. Dans l'essai de sociologie de 1966, La construction sociale de la réalité, l'Américain Peter Berger et le Slovène Thomas Luckmann nous disent que notre réalité est une création collective, façonnée par toutes nos interactions, nos croyances et nos institutions. Alors oui, ça peut être dystopique, mais ça peut être aussi positif, pourquoi pas. Par exemple, dans... Non, bon, j'avoue, c'est toujours dystopique. Voilà, ça fait de meilleures œuvres. Franchement, c'est plus stylé à regarder. Mais pourquoi pas imaginer une vie post-apocalyptique cool? On peut. Pourquoi pas? En tout cas, dystopique ou non, ça nous fait nous questionner sur notre société sans que ce soit de manière frontale et ennuyeuse. Et ça, c'est cool. Mais bon, le truc, c'est que quand une fin du monde est annoncée, toutes nos habitudes, notre routine, nos codes sociaux, nos repères, bah tout ça, ça se barre. Et c'est un peu libérateur aussi. On ne doit plus rien à personne, et au contraire, tout est à recréer. Et là, on touche à l'existentialisme de Sartre. Chez l'être humain, pour lui, l'existence précède l'essence. Ça veut dire que pour les existentialistes, on est une page blanche, et on écrit notre propre histoire à travers nos choix et nos actions. On est libre et responsable de définir ce que nous sommes. Dans un contexte de fin du monde, l'idée elle devient encore plus forte en fait. On est confronté à la fin de tout, et les choix qu'on fait révèlent notre essence de la manière la plus pure. Parce qu'il n'y a plus les attentes sociales habituelles, ni les structures qui les encadrent, etc. Il n'y a pas le regard des autres et la dette que je vais devoir payer potentiellement après. La fin du monde, quelque part, ça nous libère. Tout devient possible. Et donc, on se regarde presque pour la première fois dans le miroir. Donc, il se pose une question décisive. Qu'est-ce que moi je ferais? Est-ce que j'ouvrirais la porte à mes potes qui ne se sont pas préparés à temps? Est-ce que j'irais dans une forêt, dans un sous-sol ou sur un bateau?
Est-ce que je ferais confiance aux autres humains? C'est une question qui revient pas mal quand on regarde Le Monde après nous. Typiquement, est-ce que si j'étais Julia Roberts, j'accepterais de faire rentrer des inconnus dans la maison que j'ai louée? Bon, ils disent que c'est les propriétaires, etc. Mais j'ai pas vraiment de preuves. Est-ce que je serais capable de tenir en joue, avec mon fusil à pompe, un homme pour protéger ma famille? C'est ça les questions qu'on se pose quand on regarde un film qui parle de la fin du monde. Et au final, la question ultime que je pose, c'est qui suis-je? Et dans un second temps, quel serait mon rôle dans une nouvelle société où tout est à reconstruire? Petite anecdote, je me souviens d'un entretien collectif chez Zara, quand je voulais être vendeur, parce que je cherchais un job à mi-temps, parce que je ne pouvais pas vivre de ma chaîne YouTube. Voilà, c'était dans les premières années de ma chaîne YouTube. Et le gars, celui qui nous interviewe, demande quels seraient les 2 objets qu'on prendrait avec nous si c'était la fin du monde et qu'il y avait une sorte de reboot, quoi. La personne à côté de moi avait répondu le pendentif que lui avait offert sa grand-mère et je ne sais plus quel autre truc. Et moi, j'avais dit un cahier et un stylo. Voilà. Et tout le monde, on était plusieurs, une dizaine, je crois. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Voilà. Parce que c'était une réponse d'énorme nerd, quoi. Voilà. On m'a demandé de me justifier et j'expliquais que si on voulait construire des choses, si on voulait reconstruire des choses, on ne pouvait pas tout faire de tête et que c'était important d'avoir une sorte de support. Voilà, là, clairement, déjà, je me suis positionné dans la future société, quoi. Alors, j'ai quand même été pris chez Zara, mais c'est marrant, sur le coup, j'étais assez content de ma réponse et 10 ans plus tard, je trouve ça nul de fou. Je trouve ça claqué. Genre, par exemple, si je devais le refaire, j'aurais plutôt dit un sablier, qu'elle est sur 1 minute ou 1 heure, par exemple, parce que je trouve que c'était un bon système, l'heure, voilà, quand même. J'aimerais bien qu'on le garde. Et surtout, un truc qui nous permette de créer de l'électricité assez vite. Genre, je sais pas, le brevet d'invention de l'électricité, j'en sais rien. Voilà. C'est pas beaucoup mieux ma réponse, là. Je sais pas. Je suis curieux de vos réponses en commentaire. Voilà. Aparté beaucoup trop longue. Une quête de sens dans le chaos. On l'a vu dans un monde post-apocalyptique, les structures, les lieux, les outils qu'on a l'habitude de côtoyer dans notre quotidien sont détruits ou ne fonctionnent plus. Ça crée un environnement où les normes sociales ne s'appliquent plus et où on n'a plus de repères. Du coup, en fait, il n'y a plus d'ordre. C'est le chaos. Et c'est intéressant parce que ça fait ressortir un autre concept qui nous touche quand on est confronté à la fin du monde, c'est l'absurde. L'absurde de Camus. Pour Camus, l'absurde, c'est le conflit entre d'un côté la quête humaine de sens et d'ordre, et de l'autre, l'absence de sens de l'univers. L'absurde, c'est prendre conscience que la vie n'a pas de sens, tout simplement. Donc forcément, quand c'est la fin du monde, le fait que la vie n'a pas de sens, pour le coup, on le ressent pas mal. Parce que chaque action a un enjeu décuplé. Derrière chaque action, on peut se demander « Mais pourquoi je fais ça en fait? À quoi bon en fait? Qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi faire? On va où ?» D'habitude, on trouve de vagues réponses dans les structures de nos sociétés, mais là, non, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui nous rassure. Et donc, on fait plus facilement face à l'absurde. Et pour Camus, face à lui, on peut créer notre propre sens et définir notre propre existence. Finalement, la puissance de ce genre, que ce soit dans les films, les livres, les séries ou les jeux vidéo, c'est que quelque part, peut-être que par la simple contemplation de la fin, on peut influencer notre avenir. En imaginant des scénarios de fin du monde, nous pourrions être en train de projeter nos propres peurs et espoirs sur le tissu de la réalité, façonnant notre perception de l'avenir sans même nous en rendre compte. Peut-être que la fin du monde, c'est plutôt une expression de notre insatisfaction avec le présent et notre aspiration à un avenir meilleur. Une manifestation de notre désir collectif de dépasser nos limites actuelles, de briser les cycles de répétition et de stagnation. En fait, ce n'est pas seulement un événement extérieur à nous, c'est une partie intégrante de notre psyché. C'est un terrain de jeu pour notre imagination et notre quête de sens. En imaginant la fin du monde, nous explorons non seulement notre peur de l'inévitable, mais aussi notre potentiel pour le renouveau et la transformation. Merci à Netflix de m'avoir fait confiance et à vous d'avoir regardé la vidéo. Avant de vous laisser avec le trailer du film, juste un petit mot. Ce que j'ai adoré dedans, c'est qu'il se concentre sur l'une de mes parties favorites de genre du fin du monde, à savoir le moment où on est en train de comprendre qu'il se passe quelque chose de fou. Et ça dure longtemps. Parce que la plupart du temps, ce genre de moment dans les films, ça va être, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. Là, c'est vraiment, le film est au sujet de ça. Donc j'adore, c'est très psychologique. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'avais juste pas compris ce qui se passe avec les cerfs et les biches. Et en fait, j'ai ma petite théorie que j'ai eue en écrivant ce texte. Je vous la mets en description et vous irez la lire une fois que vous aurez vu le film. Je vous balance le trailer. Je suis allée sur Internet et je nous ai loué une magnifique maison sur la plage. Je me suis dit qu'en réservant et en faisant nos valises, ça éliminerait sûrement les chances que tu refuses. Oh, la grande classe. Les enfants ont l'air tellement heureux. Le Wi-Fi fonctionne pas. Prends une batte.
Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous êtes dans notre maison. C'est votre maison. On était sur la route pour rentrer chez nous et quelque chose s'est produit. Vous voulez rester ici? Mais pour l'instant, c'est nous qui sommes là. Il faut qu'on les fasse partir. Il faut qu'ils croient que tout se passera bien. Mais tout se passera bien de toute façon. Hein? Flash spécial. Nous sommes confrontés à une cyberattaque de grande ampleur à travers tout le pays. Il y a un truc pas normal et j'ai pas confiance en eux. Je vous ai dit absolument tout ce que je savais. Je ne vous crois pas. Je ferai n'importe quoi pour protéger ma famille. Ce que vous faites de votre côté, c'est pas mon problème. Remonte tout de suite dans la voiture! Quoi? Vous avez toujours pas remarqué ce qui est en train de se passer? Je sais pas ce qui se passe, mais ça nous implique tous. Je veux seulement savoir. C'est quoi la vérité? Ça donne envie. Hein. Moi, j'y retourne. Faut que je trouve un abri pour cette nuit. Love, peace, ciao.